Bonjour Carlos. Bonjour. Tout d'abord, on voulait vraiment vous remercier d'avoir accepté cette interview. Pour recontextualiser pour nos auditeurs, on est ici à Mâcon-Chintré et pour la première fois en 70 épisodes, on enregistre une interview avec un peu de public. Oui, c'est une bonne idée. Bravo. Donc on n'a même plus besoin de faire les bruitages. Donc je vais recontextualiser un petit peu. On est le samedi 19 février et donc on est à Mâcon au cœur d'un stage organisé par l'Académie d'hiver avec vous. Et donc plusieurs personnes sont ici en train d'écouter notre interview. On va aussi les inviter à intervenir s'ils le souhaitent, venir poser leurs questions à notre micro. Donc en tout cas n'hésitez pas à nous interrompre si vous le souhaitez. Carlos, pour repeindre grandement un peu votre portrait, vous avez grandi au Portugal. Aujourd'hui, vous êtes cavalier de dressage. Je n'ai pas tout à fait grandi au Portugal, quand même, parce que je suis quand même très français. Vous allez nous expliquer tout ça. Avec plaisir. Vous êtes cavalier de dressage de haut niveau et vous avez participé par 2 fois aux Jeux Olympiques, en 2008 à Hong Kong. J'ai participé à 3 Jeux Olympiques, 2 comme cavalier et 1 comme entraîneur. C'est l'info qu'on n'avait pas. Donc Voilà. on n'a pas que des bonnes informations. Si, c'est une bonne information. Il manquait juste que j'ai été entraîneur à Londres. D'accord, ok. Donc à Hong Kong en 2008, en 2021 à Tokyo, et plusieurs fois aux championnats d'Europe et aux Jeux équestres mondiaux de Caen. Toujours sous la nationalité portugaise. Ça, c'est aussi. J'étais pas tout à fait certaine de mon information, mais voilà. Je suis portugais, malheureusement, je suis portugais, malheureusement parce que je suis quand même très français et j'aimerais bien participer à des grands concours pour la France. J'ai la chance d'avoir une fille qui peut le faire à ma place et j'en suis très fier. D'ailleurs, souvent, quand elle était petite, elle me disait j'aimerais sortir pour le Portugal. Vous savez, on fait toujours l'inverse de ce qu'on veut. Et elle voulait sortir aujourd'hui, je l'ai défendu. Je n'ai pas laissé faire et je lui ai dit non, tu es française, tu seras française à vie. Mais maintenant, elle est très fière d'être sortie pour la France, elle ne voudra pas sortir pour le Portugal. Ok. On va reparler de tout ça, de votre système, de votre femme, de Mado aussi, un peu plus tard dans l'interview. Vous avez donc une très grande connaissance du dressage de haut niveau, puisque vous le pratiquez depuis des années. Bon, mais à la connaissance, on n'a jamais assez de connaissances, mais j'essaie de m'en approcher. À la différence d'un cavalier de haut niveau classique, je dirais, vous avez débuté la compétition assez tard, à l'âge de 29 ans, si mes informations sont bonnes. Mais il me semble que vous avez quand même toujours été au contact du cheval. Et donc je crois que votre histoire jusqu'à vos débuts en compétition elle est assez particulière et pas très classique. Oui, elle est assez marrante d'ailleurs. Et bah du coup j'aimerais bien que vous nous la racontiez, que vous puissiez nous dire qui vous êtes, comment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval et quel a été votre parcours jusqu'à vos débuts en compétition. Alors mes parents partent habiter en France. J'arrive en France, j'ai 2 ans. Je suis resté en France pendant 12 ans. Là, j'avais pas du tout de contact avec le show, même si j'aimais ça et que c'était vraiment une passion parce que depuis tout petit, je suis très passionné que les chevaux, c'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi, les passions, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Je rentre au Portugal, j'avais 12 ans. En 71 et je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'arrive à monter. Alors je fais tout pour y arriver. Qu'est-ce que j'arrive, j'habitais pas loin de Luis Valencia, c'est la personne qui m'a mis à cheval. Et là Il y a du dossier. Quelqu'un a un choix? c'est difficile. Ah oui, c'est beau. Vous êtes ému. On a le temps. Ça arrive souvent dans nos interviews.
c'est difficile parce que quand vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas y arriver, je ne sais pas si vous comprenez, c'est beaucoup de sacrifices. Parce qu'on n'arrive pas à haut niveau quand on n'a pas d'argent, parce que mes parents, ils n'avaient pas d'argent, et il faut avoir envie. C'est ce que je dis aux gens. Il faut avoir envie. Il faut être un peu doué. Mais il faut beaucoup de sacrifices dans la vie. Et donc, je vais dans ce manège, et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a pu m'aider. J'avais 12 ans, j'étais dans la tribune. Bon, il faut que j'arrive à... Parce que c'est difficile. Est-ce qu'on peut vous demander un verre d'eau? Oui, bien sûr. On a des assistants. Ça fera du bien. Merci beaucoup. C'est meilleur. C'est solennel aujourd'hui à Mâcon. Oui, c'est ça. C'est des histoires de vie, c'est beau. On se replonge dans votre récit. Dans les difficultés, parce que c'est pas si facile que ça. Donc, alors je suis dans le manège, tous les matins, j'allais dans ce manège et je regardais. Je regardais les gens monter. J'étais à me dire, bon, j'adore ça, de toute façon je suis là dans la tribune. Et puis je suis content de regarder ces gens monter. Donc, à force, Louise Orlez, qui est quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, c'est une personne adorable. À force de voir un jeune à 10-12 ans, tous les jours, les autres ils jouent au ballon, et quelqu'un qui est là toute la journée à regarder, à baver, un jour il m'a dit, il était content, moi je faisais les box, j'ai aidé, parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui, dès qu'ils font un box, on les exploite. Moi j'étais là, j'allais au manège, je faisais les box, j'étais content. J'étais avec les chevaux. C'était ma passion. Et donc un jour il me dit, il faut que je fasse monter ce jeu. Et c'est pour ça que je suis ému, parce que j'en ai un peu bavé. J'y arriverai pas, je crois. S'il faut, on va parler de choses beaucoup plus techniques et on reviendra au fur et à mesure sur cette histoire. Oui. Là, je saurais bien. C'est dingue. Hein. Je vais avancer dans le récit, on y reviendra. Oui, je pense que... Ok. Non, mais c'est tellement de... C'est une horreur. Bon, je m'excuse. Hein. Non, c'est... J'y arriverai pas. Au contraire. Vous avez donc travaillé avec ce monsieur qui vous a mis à cheval. Si l'histoire est bien racontée sur les réseaux sociaux, vous avez fait de l'équitation de travail. Mon choix. Quelle horreur, mais j'ai honte. Mais pourquoi tu as honte? J'ai honte. C'est génial. Bah, c'est ta vie, Carlos, que tu racontes. Parce que même nous on pleure en fait. Hein, Là, voilà, tout le monde pleure aujourd'hui. Oui, tu nous fais pleurer. Hein. tu nous fais pleurer. Et moi pour me mettre une larme à l'œil, je te dis qu'il faut y aller. Hein, donc... Non, mais vous savez, quand on souffre comme ça, c'est... Oui, mais c'est ce qui fait une belle histoire, Carlos. Bah, c'est ce qui fait que tu en Qui es t'a là fait que aussi. Tu as dépassé, que tu as... Tu vois ce que je veux dire? Si ça avait été tout facile. Enfin, Mais je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Non, mais c'est bien aussi d'entendre des gens qui ont souffert Bah, pour c'est aller ça. alors, au bout de leur passion, plutôt que d'entendre des gens qui n'ont jamais souffert et qui vivent leur passion aujourd'hui sans... Oui, mais bon, Tu c'est vois, pas... c'est des expériences de vie différentes qui mènent au niveau, qui mènent à se forger, qui mènent à aller vivre au bout de sa passion. C'est génial. Faut pas en avoir honte. C'est-à-dire qu'il surtout faut pas, se Carlos. sacrifier
Moi, j'entends des gens, ah, j'y arriverai pas, j'ai pas d'argent, mais c'est un truc de dingue. Quand j'entends ça, je deviens fou. Parce que c'est pas que l'argent. On peut y arriver sans argent. On peut travailler et on peut se dire, il faut que je le mérite aussi. Alors il y a des gens, heureusement, qui ont de l'argent et qui méritent de réussir. Mais nous, c'est plus difficile. C'est-à-dire que tu dois franchir des étapes qui ne sont pas faciles par le travail. Donc, c'est toujours ce que je dis avec les chevaux. C'est-à-dire que tu restes à ton niveau, toujours. Tu as de l'argent, ma fille, elle va avoir une carrière beaucoup plus facile que la mienne. Parce que, pas parce qu'elle est plus douée que beaucoup d'autres personnes, pas parce qu'elle est plus douée que moi, ou pas parce qu'elle est plus douée que des jeunes qui n'y arriveront pas. C'est juste que elle va y arriver plus facilement. Parce qu'il y a tout de fait pour qu'elle réussisse. C'est pas parce qu'elle est meilleure. Elle n'est pas mauvaise. Mais elle peut y arriver parce qu'on lui a tout donné. Dans le cheval, c'est la même chose. Quand on monte à cheval, on doit être capable de se mettre au niveau du cheval. Il y a des chevaux qui ne sont pas super doués, mais qu'on y croit, parce qu'ils vont donner. Et ça, c'est dans l'équitation et dans la vie, c'est ça qui est important. C'est comment on vit les choses. On peut être très content d'être centième parce que on a la possibilité d'être centième. Et si on a la possibilité d'être premier, eh bien, on doit être content parce qu'on est premier. Mais le premier, c'est pas parce qu'il est premier qu'il a plus de valeur que celui qui est centième. Voilà. Et quand on monte à cheval, bon là, je ne sais pas si... mais quand on monte à cheval, c'est la même chose. On monte sur un cheval. Bon, toi, tu n'es pas super bon, mais on y croit et on va travailler tous les deux. Et je vais te donner la même chose que si j'avais un super crack pour y arriver. Et du coup, on fait une belle histoire et on finit par faire un peu quelque chose. On ne va pas gagner, mais au moins on amènera le cheval au plus haut niveau. Et ça, c'est le respect de la vie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut monter un cheval. Du coup, je reprends le film et on prendra le temps d'y revenir si vous Voilà, voulez y revenir. On est lancé. Oui, on est lancé. Donc vous avez travaillé avec ce monsieur, Louis, c'est ça? C'est ça. Et j'imagine qu'il s'est passé plein d'étapes que je vais passer. Voilà, non mais ça va. Maintenant, Louis Valencia, il m'a beaucoup aidé. J'ai donc commencé à monter avec lui comme ça. Il voyait que j'étais un peu doué. Et donc il m'a aidé vachement, beaucoup même. Et j'ai progressé. Très vite, je suis rentré à l'école portugaise à d'équestre parce que je suis rentré à l'école en 77, exactement, 77, donc ça allait vite. J'ai commencé à monter en 71, 77, j'étais à l'école portugaise d'équestre. On m'a donné des chevaux, parce que j'étais jeune, je commençais, on m'a donné des chevaux que, bon, un peu ceux qui ne voulaient pas. Et 3 ans après, je suis soliste de l'école portugaise d'équestre. Donc très vite, ça a été. Louis Valencia m'a vu, il m'a demandé d'aller travailler avec lui. Et puis après, j'ai eu beaucoup de clients, j'étais sollicité par le portugais équestre. J'ai vite eu 40 chevaux en pension, je faisais de la tauromachie, je travaillais parce qu'à l'époque, au Portugal, il n'y a pas de dressage. Je travaillais pour la tauromachie. C'était pas la chose que je préférais. Donc je me suis dit, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je me suis dit, il faut que j'aille apprendre, il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'étranger, parce que ici, ça ne suffit pas, il faut que j'évolue, donc j'ai voyagé beaucoup, je suis allé en Suisse, en Allemagne, je suis allé chez Klim, des trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé la compétition en 87, je crois, 88.
et j'étais le premier Portugais, premier cavalier au monde avec un cheval lusitanien qui s'appelait Rui Pado. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. On va parler de plein de choses. Et la première question que je voulais vous poser, vous avez eu la chance de travailler près d'1 an, je crois, aux côtés de Nuno Oliveira. Nuno Oliveira me demandait de venir à 6 h du matin, quand les portes étaient fermées, pour essayer de... Bon, il voyait que j'étais quand même un peu doué, et donc j'y allais en cachette, parce que Nuno c'était un peu spécial. Bon, voilà, et il fallait que j'y sois à 6 h du matin pour pas qu'on voit que je montais les chevaux, et il m'a beaucoup appris aussi. Il m'a appris des choses intéressantes, des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas trop utiliser parce qu'on est dans un autre monde, mais quand même on garde quand même le principe, c'est-à-dire la légèreté, le bien-être du cheval. Ça, c'est vrai que c'est bien. Après, la méthode n'était pas la meilleure pour aujourd'hui, pour ce qu'on recherche. Aujourd'hui, l'équitation elle est différente, mais c'est vrai que Oliveira, mais pas que Oliveira, Guillermo Borba, qui était le directeur de l'école portugaise d'équestre, qui m'a beaucoup appris, Luis Valens, qui est pour moi comme mon père, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Justement, vous mettez en opposition l'équitation traditionnelle de ces grands maîtres de dressage comme Nuno, comme ces grands maîtres que vous venez de citer, et l'équitation moderne qu'on a besoin de pratiquer aujourd'hui quand on fait du dressage de haut niveau. Ou est-ce que vous vous en inspirez, encore? Est-ce que vous les adaptez? Ou est-ce que vous pensez qu'on ne peut plus du tout utiliser ces méthodes On ne peut plus du tout utiliser ces méthodes. Okay. Ces méthodes, il faut les garder en tête. L'équitation d'Oliveira, c'est une équitation très importante. Le principe est très bon. Mais comment le but n'est pas bon? Parce qu'aujourd'hui, on a compris que l'équitation, un cheval est un athlète et qu'il doit utiliser ses muscles et son squelette pour faire des exercices. Avant, on travaillait plus les exercices pour assouplir le cheval. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un cheval, comme un athlète, il doit travailler son corps, apprendre à se servir de son corps, décontracter les muscles pour pouvoir faire des exercices. Et donc, ça ne va pas tout à fait ensemble. On doit garder cette légèreté, parce que s'il n'y a pas de légèreté, le cheval se contracte et il ne fonctionne plus. Mais c'est une décontraction qui passe par l'impulsion. C'est-à-dire que le cheval se décontracte parce qu'il pousse, et avant on décontractait plus par la décontraction de la bouche, et le mouvement était le plus important. Et aujourd'hui, comme un athlète, comme vous savez, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas l'exercice, mais c'est comment un cheval fonctionne. Dites-moi si vous voulez rebondir. Mais justement, vous évoquiez récemment dans un média que ce que vous recherchiez dans votre équitation, c'était d'obtenir un cheval juste. Alors peut-être que ça va compléter un peu vos propos. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval juste pour vous? Qu'est-ce que l'équitation juste d'après vous? Voilà, qu'est-ce que vous vouliez entendre par là? Un cheval juste, c'est un cheval qui suit l'échelle de progression. C'est-à-dire que monter à cheval, c'est sentir que le cheval travaille un peu tout seul, qui fonctionne sans résistance, qui se porte tout seul, qui est droit. C'est-à-dire qu'un cheval, c'est pas un cheval qui passage, c'est un cheval qui piaffe, c'est pas un cheval qui change de pied au temps, c'est pas un cheval qui change de pied. C'est un cheval qui, quand on voit se déplacer, qu'on voit qu'il se déplace naturellement et qui se porte tout seul et que le cavalier n'a pas besoin de faire d'efforts. Pour moi, c'est ça un cheval juste. C'est ce qui est important, c'est vraiment apprendre à son cheval à se tenir, quoi.
et à respecter le cheval et qu'il y ait une bonne entente entre le cavalier et le cheval. Les exercices, c'est secondaire, c'est pas grave l'exercice, c'est un aboutissement, mais déjà qu'on commence par là. Et un cheval juste, quand on parle d'un cheval juste, il peut faire de l'obstacle, il peut faire du complet, il peut faire du dressage, il peut faire de l'attelage, il peut tout faire. Et on doit commencer par ça, c'est-à-dire que le cheval, il doit vraiment suivre l'échelle de progression, calme en avant et droit. Pour moi, ça, c'est mon enseignement, il est vraiment basé là-dessus. Après ça, on fait de l'obstacle, on fait du dressage, on fait ce qu'on veut, mais avant tout, il faut que les transitions soient bonnes, des montantes, descendantes, que le cheval il se porte tout seul. On va revenir un petit peu à votre histoire. Et donc, Nous, on aime bien ton histoire. On adore. Sans prendre les mouchoirs. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il y a des choses heureuses, quoi. Mais oui. et donc c'est comme cela que vous êtes propulsé sur la Coupe du Monde de Lausanne en 1988. Ça, c'est pas mal. Vous avez donc eu à apprendre assez rapidement tous les codes de la compétition et du haut niveau. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette acclimatation, de quel a été le déclic par lequel vous êtes arrivé vraiment à la compétition à l'âge de 29 ans? Et qu'est-ce que vous en avez appris à ce moment-là de votre vie? Alors, j'avais un cheval qui s'appelait Ripado. Et je faisais tous les mouvements du Grand Prix. Et puis les gens, ils m'ont dit un jour, mais il faudrait que la compétition, ça se développe vachement, c'est le futur, etc. Il faudrait que tu le sortes en concours, parce que le cheval, il va bien. Je dis, ah bon? Et c'est quoi la compétition? Alors, il faut que tu fasses des exercices, et puis il y a des juges, et puis ils vont te noter, 1 à 10, et voilà, tu as un texte, il faut que tu l'apprennes. Bon, écoute, on va essayer. Et j'étais avec Olivier Arnal, qui était mon meilleur ami. Olivier Arnal, c'était un super copain, c'est toujours, mais bon, un peu moins maintenant. Et nous voilà partis. Alors ça c'était marrant parce que quand on s'entraînait, il y avait dans le texte, il y avait dit alors arrêt en X. C'est oui. Et là, X, c'est où X? Parce qu'il n'y avait pas X sur les carrières. C'est pas marqué. Ouais, merde, C'est pas marqué. Merde, X, alors c'est où X? Bon, on s'en fout, arrête-toi, et puis on verra bien après où c'est X. Ça a commencé comme ça. Et le premier concours de ma vie, c'était Coupe du Monde à Lausanne. Première fois que je sors en concours, je fais Coupe du Monde à Lausanne. Et le plus marrant, et Olivier peut le dire, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Olivier, c'est le sponsor de Charlotte Chavignac. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on va s'entraîner. Et moi, il fallait une carrière à 60 sur 20, mais personne n'avait une carrière à 60 sur 20. Les Lusitaniens, on avait tous des manèges 15 sur 30 et on n'avait pas de carrière. Alors là, merde, on est emmerdé là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il y a un gars qui dit, ah ben c'est facile, moi je vais tondre le pré. Je vais tondre le pré, on va mettre 4 poteaux et puis allez, on va faire le Grand Prix. Et moi j'arrive là-bas, mais le problème c'est que c'était un peu pas génial. Champ de patates. Et voilà, on s'est entraîné sur un champ de patates. Le X, on ne savait pas où il était. Et j'allais Coupe du Monde. J'allais faire la Coupe du Monde. Incroyable. Donc voilà, on est parti avec la Coupe du Monde, avec la bétaillère et tout. On arrive à Lausanne, les mecs tous comme ça, les bandes, tout le bordel, les Suisses. Nous, on arrive avec notre cheval, le poil comme ça, le poil long comme ça. Putain, la vache. Je dis, putain, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Sur les taureaux. Voilà, et non mais c'est vrai, c'est Coupe du Monde. Hein. J'ai fait Coupe du Monde, premier concours. J'avais jamais fait rien. J'avais un peu comme ça. Et là, je fais ma reprise. Putain, classé pour la cure. La vache. Avec les poils longs. Putain, avec les poils longs. C'est mieux Les que poils Japlou, longs. quand même. Hein. Ouais, les Non, mieux, mais ça, c'est c'est mieux mieux que que Japlou, l'histoire. Pour en faire un film. Non mais c'est vrai. On va devoir te couper. Donc, voilà. Putain, la vache, je suis sélectionné pour la cure. J'avais pas de cure. Ah, merde, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va enregistrer la cure le soir, la nuit. On fait la cure et hop, on part à Genève.
dans un studio et on enregistre la cure. Et là, le lendemain, je ne m'étais jamais entraîné. Et Olivier Arnal, il avait tu sais, les trucs. Il fallait tout ça avec les trucs, les oreilles, tout machin. Et il y avait Olivier Arnal qui me suivait avec le truc sur le dos. Une enceinte? L'enceinte. Et la musique à fond. Tout le monde était comme des malades. Et allez, moi je m'entraîne pour faire ma cure le matin, pour l'après-midi faire la cure. C'est incroyable. Et malheureusement, je suis rentré avec la cravache et j'ai été éliminé. Non, non. Oh, c'est terrible. Mais la vérité, c'est que je suis sorti de là et j'ai eu Piaget qui est venu me voir et m'a dit, purée, la vache, vous avez fait un truc quand même incroyable, ben, je vais vous sponsoriser et je vais vous acheter des chevaux. C'est merveilleux. Et c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. Bon, alors là, Vous me faites la vous nous transition faites parfaite. une transition parfaite. Bon, tant mieux. Et c'est la vérité, c'est pas du film, c'est une vérité. C'est comme ça, ça s'est passé comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé la compétition. Et Je c'est ne savais donc pas comme du tout. ça que vous avez pu compter sur le soutien du Puy du Fou, qui vous a accompagné Alors dans après, votre projet sportif. Après, on m'a demandé d'aller entraîner le Puy du Fou, qui montait une école. Ils avaient un spectacle de dressage et ils voulaient que j'aille les entraîner. Et puis, bon, voilà, De Villiers m'a dit, ça serait bien qu'on fasse un peu de compétition. Bon, moi aussi, j'ai poussé un peu à ça. Je les ai convaincus et du coup, on m'a donné un cheval du Puy du Fou qui faisait du spectacle, qui avait l'air pas trop mal. Novatel, Puy du Fou. Novatel. Notable. C'était écrit Novatel sur le C'est Notavel. Notavel. Et puis j'y ai cru, voilà, parce que j'ai passé ma vie à y croire, à tous les chevaux qu'on m'a confiés. J'ai pris ce cheval et on a fait les Jeux Olympiques à Tokyo. Est-ce que ce système de À Hong Kong. à Hong Kong, ouais. Est-ce que ce système avec les sponsors, c'est ce qui vous a vraiment permis d'atteindre le haut niveau, de construire votre carrière, ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu le faire autrement? C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas d'argent, c'est toujours un problème d'argent quand même. Donc c'est beaucoup de concours, ça coûte cher, et si on n'a pas de sponsors, c'est très compliqué, quoi. On peut y arriver, mais ça devient compliqué, quoi. Parce que les chevaux, moi j'ai toujours vendu mes chevaux, chaque fois que j'avais un cheval, les meilleurs chevaux, je les ai vendus. C'est comme ça qu'on arrive, on monte un cheval quand même pour gagner de l'argent. On ne monte pas un cheval pour faire la compétition. La compétition, c'est bien, mais il faut gagner de l'argent, malheureusement. Et du coup, quand on a un bon cheval, on le vend. On donne des cours, on donne les chevaux. Après, on a des sponsors qui croient en nous et qui nous aident à garder les chevaux et arriver à haut niveau. Et il ne faut pas être malheureux pour ça, c'est comme ça, c'est la vie, et on est content, et comme ça on n'est pas aigri, parce que vivre dans le champ, on peut être très vite aigri. Il ne faut pas être aigri, on fait ce qu'on peut, et ça c'est le plus important. C'est vivre avec ce qu'on a. Quel constat vous pouvez faire de l'évolution du système du mécénat dans le dressage entre votre arrivée au haut niveau à Hong Kong en 2008 et aujourd'hui 2022, vous rentrez de Tokyo. Est-ce que vous avez vu une évolution et si oui, laquelle? Une évolution à quel niveau? Au niveau des sponsors, du système économique et financier pour la construction des écuries de dressage. Vous savez, vous avez des gens passionnés et quand vous avez des gens passionnés, ils vous sponsorisent. Il faut avant tout qu'il y ait des... Aujourd'hui, on n'a pas encore de sponsors qui investissent pour un retour. C'est souvent des gens, dans le dressage en tout cas, c'est des passionnés qui vous font confiance et qui vous aident. Parce que